La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Le 14 avril 2023, une très importante mission spatiale à destination de Jupiter et de ses satellites a été lancée par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial européen de Guyane française. Tout s'est passé de manière parfaite, c'est un grand succès. Il s'agit de la mission spatiale européenne appelée JUICE, comme JU en anglais, mais c'est un acronyme pour Jupiter Icy Moons Explorer. Pourquoi Icy Moons ? C'est que parmi les satellites de Jupiter, comme d'ailleurs parmi ceux de Saturne, il y en a qui sont couverts de glace d'eau. Ce sont les lunes de glace, Icy Moons en anglais. Ces satellites s'appellent Europe, Ganymède et Callisto. Les missions spatiales précédentes ont montré qu'il existe un océan liquide sous la glace superficielle. Et comme sur la Terre il y a de la vie au plus profond des océans, les chercheurs se demandent s'il peut y avoir une sorte de vie dans les océans sous la glace superficielle des lunes de Jupiter. JUICE représente une première approche exploratoire pour essayer de sonder ces glaces superficielles et préparer des missions ultérieures pour aller y voir de plus près. J'ai avec moi aujourd'hui Nicolas André, l'un des spécialistes français de cette mission. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvie et merci de m'avoir invité. Nicolas André est chercheur au CNRS en astrophysique, membre de l'IRAP à Toulouse. Il est spécialiste des magnétosphères planétaires, c'est-à-dire la matière piégée par le champ magnétique autour de la Terre et des planètes du système solaire. Il a plusieurs responsabilités européennes à ce sujet. Il est aussi impliqué dans le développement instrumental d'expériences spatiales, en particulier justement pour la mission JUICE, et c'est pour cela qu'il est avec moi aujourd'hui. Nicolas, cette mission spatiale JUICE se prépare depuis de nombreuses années, et il va lui falloir encore de nombreuses années avant d'arriver à destination. Les missions spatiales demandent beaucoup de patience. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe d'abord pour la préparation ? Et ensuite, nous parlerons de la trajectoire assez complexe de la sonde, et puis évidemment de ce qu'on attend de tout ça. Mais d'abord, comment s'est passée la préparation de la mission JUICE ? Oui, tu as tout à fait raison Sylvie, ça prend beaucoup de temps, il faut être patient. On n'en est qu'à la moitié du chemin avec ce lancement réussi. On arrivera à Jupiter encore dans quelques années. Mais c'est une mission qui me touche beaucoup parce que j'ai eu la chance de pouvoir y participer dès le début. Alors comment ça se passe ? Excuse-moi, dès le début, c'était en quelle année ? En 2005-2006. On a proposé un concept de mission en demandant à l'Agence spatiale européenne d'aller explorer Jupiter et ses lunes parce qu'on trouvait que scientifiquement, c'était vraiment des objets assez fascinants. Donc on a travaillé avec Michel Blanc, c'est une mission qui a été faite à Toulouse. On a coordonné un groupe de travail avec une quarantaine de scientifiques. On a réfléchi à quels étaient les aspects à aller étudier, quels étaient les instruments possibles, quels étaient les scénarios de mission. On a proposé cette mission en réponse à un appel d'offres de l'Agence spatiale européenne. Et ensuite, l'agence a réuni ses experts, a regardé toutes les missions proposées dans le cadre de l'exploration du système solaire et de l'univers, et a choisi cette mission en particulier, qui s'appelait à l'époque Laplace. Vous êtes vraiment à l'origine de l'idée ? Oui, on était une quarantaine de scientifiques. Moi, j'étais à l'époque jeune postdoc, je venais de finir ma thèse. J'étais venu avec Michel Blanc dans un laboratoire à Toulouse qui s'appelait le CESR, maintenant il s'appelle l'IRAP. Et Michel m'avait proposé de participer à la réflexion au sein de l'équipe qui le coordonnait. Tu parles de Michel Blanc, on peut peut-être expliquer qui est Michel Blanc ? Oui, donc Michel Blanc, c'est quelqu'un qui a une carrière assez intéressante et très riche. C'est quelqu'un qui a participé à de nombreuses missions spatiales. Il a été un des pères proposants de la mission qui s'appelait Cassini-Huygens, qui est allé visiter le système de Saturne. Elle a été lancée en 1997, il y a un petit moment déjà, elle est arrivée en 2003, mais elle est restée surtout pendant 14 années autour de Saturne en explorant en 3 dimensions ce système, ses lunes, les anneaux, la planète. Et c'est vraiment une des plus grandes missions d'exploration du système solaire. Ensuite, il a contribué également à une autre mission qui est en cours actuellement en orbite autour de Jupiter, qui s'appelle Juno. C'est une mission américaine de la NASA. C'est le premier orbiteur polaire, c'est-à-dire qu'on va passer au-dessus du pôle nord et du pôle sud de la planète. Et ça nous intéresse particulièrement parce qu'on va pouvoir sonder la structure interne de cette planète massive, c'est la plus grande du système solaire, et regarder en particulier ces aurores. Comme la Terre, il y a des émissions aurorales à Jupiter, elles sont permanentes, et on veut diagnostiquer et comprendre un petit peu comment
comment elle se crée, pour pouvoir ensuite aller rechercher les mêmes processus autour d'autres objets du système solaire, mais autour d'autres étoiles, les fameuses planètes extrasolaires qu'on découvre de plus en plus de nos jours. Donc il y a plusieurs missions vers Jupiter. Alors maintenant, on va revenir à cette mission de JUICE, maintenant qu'on l'a remise un petit peu en contexte. Donc tu as eu la chance de travailler dès le début avec Michel Blanc. Oui, tout à fait. Donc, quand on a proposé cette mission à l'Agence spatiale européenne, elle a sélectionné pour une étude de faisabilité. Là, il y a eu tous les experts, ingénieurs, techniques, scientifiques de l'Agence spatiale qui ont réfléchi comment implémenter et concrétiser cette mission. Et en 2012, elle a été sélectionnée pour implémentation. C'est la première grande mission d'exploration de l'Agence spatiale européenne dans son nouveau programme qui s'appelle Cosmic Vision, qui couvre la période 2015-2025. Et c'est une mission donc, qui, depuis 2012, une fois qu'on a décidé de la concrétiser, elle a été fabriquée. C'est-à-dire que les industriels, et en particulier l'industriel qui était responsable du satellite, on a la chance également, là encore, il est à Toulouse, c'est Airbus, pas très loin d'ici, ils ont construit ce satellite, et les laboratoires ont proposé des instruments pour les monter, les embarquer sur ce satellite. Et nous, on a eu la chance de participer à plusieurs instruments, des consortiums instrumentaux, parce qu'un instrument, ça se fait pas tout seul. Il faut des expertises diverses et variées qu'on trouve pas toujours dans son laboratoire. On va les chercher chez les laboratoires experts, des partenaires, et également, ça coûte cher. Il faut partager un petit peu la facture. Et pour ça, donc, on est dans des grands consortiums avec plusieurs instituts. Moi, j'ai la chance, avec mon laboratoire, l'IRAP, de participer à 2 grands consortiums. L'un qui s'appelle RPWI, qui va mesurer les ondes, qui va écouter un petit peu ce qui se propage dans l'environnement de Jupiter. Et l'autre qui va mesurer localement les propriétés des particules chargées, du gaz neutre, de toute la matière qui se trouve dans cet environnement. Et donc, on a fourni avec les ingénieurs du laboratoire, des électroniciens, des mécaniciens, des informaticiens, des instrumentalistes, on a fourni des parties de plusieurs instruments. Et maintenant, une fois lancés, on ne peut plus y toucher. Donc on va les opérer en envoyant des commandes. Et aujourd'hui, c'est particulier. Dans 1 heure, après cet entretien qu'on a ensemble, on va allumer pour la première fois l'un de ces instruments. On va avoir la première image, on va vérifier, on appelle ça un test de bonne santé. On va voir si tout marche bien. Et ça, c'est quand même assez émouvant. Donc justement, on va peut-être expliquer aux auditeurs, c'est long ce qui se passe entre le lancement et puis l'arrivée à destination. C'est long pour plusieurs raisons, hein. Il faut faire des sortes de rebondissements, j'ai envie de dire, en passant près de planètes. Enfin, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Et puis donc, ce que tu viens de nous dire là, c'est que pendant ce temps-là, pendant que la sonde est en train de se déplacer, on agit, on fait des choses. Oui, tout à fait. Donc là, on s'éloigne tout doucement de la Terre. Enfin, tout doucement, c'est relatif, hein, parce que quand même, là, on va très vite. Mais on va atteindre Jupiter, qui est notre but, en juillet 2031. On va se mettre en orbite autour de Jupiter. On appelle ça l'insertion. Donc, il va se passer quand même 8 ans entre maintenant et cette insertion. Mais on ne va pas s'ennuyer, puisque déjà, le satellite, pour arriver plus vite à Jupiter, ce satellite JUICE, on va le faire survoler Vénus, la Terre, plusieurs fois, pour gagner un petit peu de vitesse à chaque fois. On appelle ça de l'assistance gravitationnelle. On profite de la masse d'une planète pour accélérer. C'est-à-dire que la planète attire en fait le satellite, lui redonne de l'énergie. Ouais, tout à fait, elle l'attire. On allume les moteurs pour s'en échapper et ça nous donne un boost qui nous permet d'accélérer à moindre coût. Il faut dire que des missions comme JUICE, il y a beaucoup de systèmes de propulsion à bord et on veut quand même l'économiser parce qu'on ne veut pas que ça soit que de la propulsion. Il faut aussi des instruments, d'autres choses. Donc on va profiter de ces rebonds-là. Donc pendant pratiquement 6 ans, on va rester pas très loin de la Terre dans ce système interne du système solaire avant de donner le boost final qui nous enverra vers Jupiter. Et ça prendra à peu près 1 an et demi. Et on va pas s'ennuyer parce que déjà on vérifie tous les instruments, on vérifie tous les 6 mois qu'ils sont toujours en bonne santé. Et quand on va survoler les objets, on va avoir la chance de les allumer et d'avoir des mesures scientifiques. Ça c'est important aussi parce que même si c'est des objets qu'on a déjà visités, la Terre, Lune, Vénus, cette fois-ci on va allumer des instruments nouveaux qui sont pas forcément faits pour ces objets-là et qui peuvent nous apporter des aspects un peu plus intéressants et innovants. Et aussi, on va avoir bénéficié de trajectoires particulières. On va passer dans des régions qui sont un petit peu différentes. Et donc ça, c'est intéressant. Quand tu dis des régions, tu veux dire des régions du système solaire, des régions proches de Jupiter, des régions où? Des environnements planétaires, des objets qu'on survole en route. Donc on va par exemple survoler Vénus. Il n'y a pas eu tant de sondes qui sont passées près de Vénus. On va avoir une trajectoire qui est intéressante parce qu'on va passer
passer dans une région qui est peu explorée, qui est la pénombre de Vénus, donc qui fait donc là il y a la face avant qui fait face au Soleil et il y a la face qui est dans la pénombre. Pour nous qui mesurons les particules chargées, même si Vénus n'a pas de champ magnétique, il y a le champ magnétique du Soleil qui se propage, qui s'enroule autour de la planète, et dans cette région particulière, le champ magnétique et les particules chargées qui viennent du Soleil vont arracher des molécules de l'atmosphère qui se retrouvent dans cette pénombre. Donc nous, avec nos instruments de mesure, on va pouvoir mesurer les propriétés de cette atmosphère et les mécanismes qui permettent à une atmosphère planétaire de s'éroder. Et ça, c'est important aussi dans un contexte d'habitabilité. Et est-ce que vous allez étudier la Terre de loin quand vous allez passer près de la Terre ou pas? Oui, on va l'étudier de loin. C'est aussi une particularité de la mission. On fait plusieurs premières avec cette mission. Une première pour les Européens pour se mettre en orbite autour de Jupiter. Une première mondiale pour se mettre en fin de mission en orbite autour de la plus grosse lune du système solaire, Ganymède. Et là, ce survol Terre-Lune, c'est une première. On va survoler les 2 objets à 1 jour et demi d'intervalle, ce qui n'a jamais été fait avant. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'orbitographie, à la mécanique céleste, c'est une prouesse. Et on va allumer nos instruments pour observer la Terre de loin. Alors ça, c'est aussi toujours émouvant parce qu'on observe plein d'objets de loin, mais on observe rarement la Terre. Et la Terre, c'est quand même notre référence, notre point de mesure bien connu. Et donc, en allumant les instruments, en obtenant des informations sur la Terre avec ce type d'instrument, on va pouvoir remettre en perspective les observations à distance qu'on obtient d'autres systèmes, et notamment de ces fameuses planètes extrasolaires. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Et alors, donc quand vous serez arrivé près de Jupiter, donc j'ai parlé en introduction des satellites de glace, tu peux peut-être en dire un petit mot, mais je vois qu'il y a aussi d'autres expériences qui vont se faire. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la mission. Donc Jupiter, c'est un mini-système solaire. Ces lunes-là, c'est émouvant pour nous, astrophysiciens, parce que c'est Galilée qui les a observées pour la première fois. Maintenant, les amateurs peuvent les voir assez facilement avec des petites jumelles. On voit le cortège des satellites qui tournent autour de Jupiter. Et chacun d'entre eux est très intéressant. On a la petite lune volcanique Io, c'est la lune la plus intense en termes de volcanisme du système solaire. Elle produit de la matière en permanence, beaucoup de matière, principalement du soufre. On a cette petite lune Europe qu'on va survoler 2 fois avec JUICE, qui contient un océan d'eau liquide conducteur sous sa surface, pas très loin sous la banquise. Donc là, on a les analogues avec le lac Vostok, par exemple, sur Terre, sous l'Antarctique. Elle contient plus d'eau en relatif que les océans terrestres. Donc ça, c'est intéressant, l'eau, pour nous, dans le contexte de l'habitabilité. Et ensuite, on a Ganymède, la plus grosse lune du système solaire, qui est la seule lune connue à avoir son propre champ magnétique. On veut comprendre pourquoi. Et on a Callisto, cette lune qui ressemble un petit peu à notre lune, cratérisée, un petit peu inerte. Et donc, dans ce portrait de famille, on veut comprendre comment ces 4 lunes ont évolué dans le système de Jupiter et pourquoi elles sont un petit peu différentes de nos jours. Eh bien, il faut attendre 2031, c'est ça, pour commencer à avoir des résultats. Donc, ça montre la patience nécessaire pour les expériences spatiales. Et merci Nicolas de nous avoir expliqué tout ça. Je pense que les gens vont être un petit peu en haleine parce qu'on va déjà quand même avoir des informations en cours de route, si je comprends bien. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt, au revoir. Merci à toi Sylvie, bonne journée.